Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, une nouvelle saison qui sera bien sûr largement consacrée aux élections municipales de mars 2020, mais il est également d'autres rendez-vous marquants dans la vie d'une cité. Et bien ce week-end à Châtellerault, on fête les 200 ans de la création de la manufacture d'armes. De nombreuses animations et des conférences sont proposées au grand public jusqu'à ce soir pour parler de ce qui a été pendant 150 ans le poumon industriel de Châtellerault. Je reçois 4 invités sur ce plateau. Honneur aux dames, bien sûr, avec vous, Madame Marie-Claude Albert. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, co-auteur du livre La manufacture d'armes de Châtellerault chez Geste Éditions. Vous avez particulièrement travaillé sur l'aspect social de la Manu ainsi que sur le travail des femmes. Également présent sur ce plateau, Jean-Pierre Ablin, bonjour. Vous êtes le maire de Châtellerault et vous nous raconterez bien sûr l'impact politique et plus général que la manufacture a eu sur votre ville et sur ses alentours. Et puisque vous êtes là, nous allons profiter pour réserver les quelques dernières minutes de l'émission pour parler davantage de questions politiques concernant les élections municipales, si vous voulez bien. Et puis, comme il était impossible de parler de la Manu sans écouter les manuchards, comme on appelle ceux qui ont travaillé dans cette usine, eh bien nous en recevons deux. Jacques Cognier, bonjour. Bonjour. Vous avez été tourneur à la Manu entre 1959 et 1964. Face à vous, Jean Dumont, bonjour monsieur. Vous êtes un ancien fraiseur ajusteur et vous avez, vécu, on peut dire, les dernières années de la Manu. Alors pour rappel, la manufacture d'armes de Châtellerault a été bâtie en 1819 sur ordonnance royale de Louis XVIII. Je regarde l'historienne à côté de moi. De 34 ouvriers en 1819, elle en a compté près de 8000 un siècle plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors Marie-Claude Albert, on va peut-être rappeler rapidement, s'il vous plaît, les raisons de l'installation de cette manufacture royale ici à Châtellerault. La première raison, c'est une raison militaire, elle est stratégique. Il s'agit d'installer des manufactures au centre du pays et non plus sur les frontières menacées par l'ennemi. L'ennemi de l'époque, c'est l'ennemi prussien au début du 19e siècle. Donc plusieurs manufactures sont délocalisées de l'Est vers le centre, dont Châtellerault. Avec en plus l'axe Bordeaux-Paris, Voilà. avec la Vienne à côté, Voilà. et une histoire de coutellerie également. Voilà, il y a d'autres explications plus techniques et plus économiques. Donc la coutellerie ne se porte pas très bien au début du 19e siècle et à la fin du 18e siècle. Donc c'est une manne, une aubaine pour les couteliers de pouvoir travailler dans ces nouvelles usines. À Châtellerault, c'est le cas. Et une troisième raison, qui est une raison technique et environnementale, si je puis dire, c'est la présence de la Vienne, bien sûr, et de l'Envigne, qui est un affluent de la Vienne, particulièrement avec des eaux particulièrement, une force motrice, et tout à fait prédestinée au trempage des aciers. Jean-Pierre Ablin, vous aviez 18 ans quand la manufacture a fermé. Vous étiez alors à la fac d'histoire à Nanterre. La Manu, ça représente quoi finalement pour vous ? Écoutez, aujourd'hui, avec le retour, c'était une chance évidemment pour le territoire châtelleraudais. Après, la reconversion de la Manu a été préparée longtemps à l'avance, puisque l'annonce de la fermeture, c'était 1961, et qu'elle a fermé en 1968. On va en parler bien sûr de cette période de déclin. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est la reconversion. Reconversion à la fois du site, parce qu'on était sur un site militaire. Aujourd'hui, c'est un pôle de culture, de formation, de loisirs. Et puis, reconversion du bassin économique. Mais enfant, la Manu, ça, vous avez des souvenirs de l'activité J'ai des souvenirs très, très, très lointains au niveau de mon père, parce que la gestion, mon père était maire à l'époque, et la gestion de la reconversion, et puis des difficultés marquées, parce qu'il y a eu 2000 personnes qui se sont retrouvées en 68 sur le bord du chemin. Je vous signale d'ailleurs à l'époque, c'est encore pire, c'est qu'il y a eu 2000 personnes aussi qui se sont retrouvées au bord il y a le camp militaire d'Ingrande, qui était un camp militaire américain, a fermé en ce moment-là. Oui, donc il y a 4000 emplois qui sont tombés en l'espace de quelques mois, quelques années. Jacques Cognier, entre l'école de formation et la vie en usine, vous avez été à la Manu pendant 3 années. Une expérience à la Manu, c'était quoi, un gage de réussite ouvrière à l'époque ? Oui, et puis disons que l'apprentissage nous a appris un métier, mais il fallait le parfaire, ce métier. Il y avait des astuces. Et avec les anciens dans les ateliers, ces astuces, disons, ont été bien les bienvenues, je veux dire.
Il y avait une marque de fabrique de la Manu. On disait on faisait partie des meilleurs ouvriers de manufacture d'armes. Voilà, la Manu, c'était quelque chose. C'était vraiment une excellence Je ne voudrais pas professionnelle. non plus minimiser le travail beaucoup. des gens qui étaient dans le privé, parce qu'il y avait des très bons ouvriers dans le privé. Mais c'est vrai qu'on a eu un apprentissage qui était quand même au-dessus de la moyenne. Quand même. Jean Dumont. Oui. Même question. Même question. Entre l'apprentissage et la vie en usine. Avec le recul du temps, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de choses où on pouvait travailler. Des espaces, du matériel, des moniteurs compétents. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte de tout ça. C'est après, dans le courant de la vie, qu'on s'aperçoit que la manufacture, c'est quand même quelque chose de formidable. Pourquoi vous avez fait, vous, le choix de travailler à la Manu? Ah, pourquoi? Parce que le père Dumont, mon père, et il ne savait pas quoi faire de moi. Et puis il disait, tu vas faire, qu'est-ce que tu veux faire? J'entendais tout ça toute la journée, qu'est-ce que tu vas faire de toi? Alors donc j'ai passé l'examen, enfin c'est pas un examen, c'est un concours. C'est un concours, oui. Un concours, oui. Les 20 premiers étaient pris. Alors donc j'ai passé ce concours, et puis j'ai passé 3 ans. 3 ans d'apprentissage avec des hauts et des bas, parce que plutôt bas, parce que j'étais un feignant. Je ne prenais pas mes leçons. Et j'ai quand même, pour faire plaisir à mes parents, la 3e année, j'ai fait un petit effort quand même. Donc je me suis retrouvé dans les 10 premiers. On était 19. Mais c'est incroyable parce que concours plus 3 ans avant de vraiment travailler dans les ateliers. Marie-Claude Albert, c'est quand même. Oui, la formation professionnelle, l'école d'apprentissage de la manufacture, c'est l'un des fleurons de cet établissement qui a été créé en 1886, donc à la fin du 19e siècle, et qui va perdurer jusqu'après la fermeture, même au début des années 1970. Des promotions continuent à sortir. Et ce qui est très intéressant et peu connu, c'est que plusieurs anciens apprentis sont devenus professeurs dans l'enseignement technique. Et le lycée Branly de Châtellerault, le lycée du Verger, le lycée professionnel, ont employé des anciens apprentis. Donc c'est vraiment l'un des fleurons importants. J'ai l'impression, en lisant votre livre, en lisant pas mal de témoignages, qu'il y avait une certaine jalousie à un moment donné vis-à-vis des manuchards de la part ou des commerçants ou des gens dans le privé, en disant c'est plutôt bien payé, c'est des bonnes conditions, c'est l'État, donc voilà, c'est stable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez ressenti, alors je sais pas si à l'époque de la fin de la Manu, il y avait des jalousies, mais Il y avait des jalousies, oui. ça c'est sûr. Sur le plan, disons, social, c'était quand même une avancée parce que... En quoi c'était une avancée? Il y avait beaucoup d'avantages. Parmi lesquels? Quand vous étiez malade, par exemple, vous perdiez pas les 3 premiers jours. Et puis, vous étiez payé en demi-salaire pendant X mois. Oui, c'est vrai, le salaire tombait tous les 15 jours. Et oui, tous les 15 jours. Monsieur Dumont, sur le... Il y avait mieux encore. C'est quand on faisait son service militaire. Ouais. Eh bien, il y a un temps légal pour le service militaire. Et au-delà, on était payé, on recevait notre paye. Est-ce que vous croyez que c'est pas formidable, ça, pour un jeune? J'étais en Algérie, je recevais ma paye. Il fallait travailler à la Manu, alors, quand on était jeune. Oui, mais d'ailleurs, on le disait vraiment. Ouais. Mais pour revenir à l'école de la Manu, c'est ça qui nous a sauvés pour la suite. Bon, et on va en parler de la suite, bien sûr, par rapport aux d'autres entreprises et d'autres corps de métier et industries. Jean-Pierre Ablin, vous le disiez, votre père a été député et maire de Châtellerault lorsque la Manu existait. Quel rapport, lui, il avait avec les ouvriers? Est-ce qu'on était en pleine lutte des classes, par exemple? Vous avez ces souvenirs? J'ai des souvenirs, les souvenirs de 68. Parce que 68, c'était quand même une année particulière. On va en parler après, oui. Mais 68 à Châtellerault, c'est un peu différent que 68 dans l'ensemble du pays, et notamment parce qu'il y avait la liaison étudiants et ouvriers. Mhm. Et chez les ouvriers, il y a quand même un respect des machines, un respect de l'usine. Et ça, c'est quand même un axe extraordinairement important. Une usine qui était un personnage presque central vraiment de la ville, avec une voix également, la sirène, qui retentissait, Marie-Claude Albert, plusieurs fois par jour. Oui, la sirène, la sirène rythmait la journée de travail, donc le matin, à 6h30, entre 6h30 et 7h du matin, au moment de la pause déjeuner.
donc à midi, et puis au moment de la sortie à 18h, 18h, 19h à certaines périodes, 18h normalement. Voilà, donc la sirène rythme la journée de travail. Je reviendrai peut-être un tout petit peu sur les avancées sociales et sur les conditions de travail. Mon collègue a parlé des soins. C'est très important parce que dans les manufactures d'armes, les soins étaient gratuits bien avant la sécurité sociale. Si bien que lorsque la sécurité sociale a été mise en place en 1947, les ouvriers s'en trouvaient un petit peu perdants puisqu'ils avaient presque plus de bénéfices auparavant avec une médecine du travail d'avant-garde et des soins gratuits. Et puis comme deuxième avancée sociale, je citerai toutes les unions coopératives. C'était assez fabuleux de voir des coopératives de production et de consommation. On mettait en commun des ressources de charbon, des ressources de bois, des ressources en pommes de terre, en aliments divers. Et donc, grâce à des unions coopératives, et le mutualisme a été l'une des racines de l'organisation sociale. On ne le dit pas suffisamment. Coopérative, dans ces mutualisme. Voilà. On dit aussi qu'il y avait une très grande camaraderie, entraide entre les manuchards. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, parce qu'il y avait aussi des jalousies par rapport à certains ateliers. Il y en avait qui se pensaient un petit peu plus à l'abri que d'autres, parce qu'il y avait des ateliers où il fallait travailler. Il fallait travailler beaucoup pour assurer son salaire. Hein. C'est Jean Dumont. Oui, il y avait un petit peu pas de jalousie, mais enfin, il y avait des petits trucs. Parce que quand on revient en arrière, les anciens ne faisaient pas voir leurs petits secrets. Ils cachaient ça. Et ça a été dilué quand même. Quand moi je suis arrivé, j'ai connu des gens qui m'ont appris le métier. Mais avant, c'était plutôt intéressant serré. parce que je lisais beaucoup de témoignages disant l'inverse. C'était plutôt vraiment les anciens, facilement dans l'histoire de la Manu, transmettaient leur savoir aux nouveaux. Vous dites que c'est sur la fin. Sur la fin, oui. D'accord. Mais non, au départ... Non, les gars gardaient leur secret. Oui, mais mes collègues ont raison, parce que rien n'est idyllique dans les relations humaines à l'intérieur d'un établissement comme celui-ci. Ce que je voudrais dire, pour remettre en perspective et apporter un petit peu la critique historique, c'est qu'au niveau des salaires, contrairement aux idées reçues, les salaires étaient inférieurs au tarif national. Pendant tout le début du XXe siècle, donc les 50 premières années, des années 1900-1950, les salaires sont inférieurs au tarif national. Alors qu'on a toujours entendu parler de la bonne paye à la Manu. Voilà, et vous voyez, c'est une légende urbaine. Les recherches en archives permettent de remettre les choses en ordre. Et en plus, il ne suivait pas le coût de la vie aussi bien qu'on pourrait le penser. Donc, il y avait des décalages importants, ce qui explique des grèves importantes menées, j'ai parlé du mutualisme, mais il faut aussi parler du syndicalisme à la manufacture. Et donc, des grèves importantes, notamment dans les années 1929-1930, c'est l'une des plus grandes grèves, où les ouvriers vont réclamer des augmentations de salaire pour rattraper le régime national. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, de la place des femmes dans l'histoire de la Manu. Elles y sont entrées lors de la Première Guerre mondiale. Une exposition leur était consacrée il y a un an. Retour sur la vie des ouvrières de la Manu avec cet extrait de reportage diffusé l'an dernier sur notre antenne. À quitter l'atelier pour flâner pendant le travail. À la Manu, les ouvriers étaient tous fichés et sanctionnés, mais les femmes l'étaient plus que les hommes. Les remarques étaient diverses et variées, la flânerie revenait souvent, mais aussi le fait de répondre de façon irrespectueuse à un supérieur. Et même pour le recrutement, de nombreux arguments misogynes étaient avancés. Là, on en a des pleines fiches. Embaucher des femmes, c'est un problème parce qu'elles sont plus petites et qu'il faut acheter des escabeaux. Vous allez voir qu'on a commencé à embaucher des femmes en 1915 et qu'en 1918, fin 1918, la crèche n'était toujours pas construite. Les salaires étaient aussi inférieurs et à la fin de la guerre, les femmes ont dû retourner à la maison. Très vite, la plupart ont été virées en décembre 1918. Il fallait vraiment qu'elles soient veuves avec beaucoup d'enfants, veuves de guerre, et encore, on ne les a pas toutes gardées, oui. Les hommes qui revenaient, il fallait leur rendre leur place, mais surtout, il y avait énormément de mutilés. Marie-Claude Albert, pas simple d'être une femme à la Manu. Non, surtout pendant cette Première Guerre mondiale qui voit l'emploi des femmes augmenter considérablement, puisque c'est la période où la manufacture a employé le plus de femmes. Nous avons compté, grâce à ces fiches qui sont citées dans le reportage, 2151 passages de femmes et un summum de 1600 femmes, près de 1600 femmes, en octobre 1917. Donc ces femmes travaillaient dans des conditions difficiles, puisqu'elles devaient à la fois s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants,
tout en étant seules, puisque les maris étaient mobilisés sur le front. Donc ce sont des conditions difficiles. Ces femmes étaient très surveillées, comme le montre le reportage. Et nous avons retrouvé un trésor d'archives, comme on aime à le dire. Ce sont 2151 fiches de femmes. Les hommes n'ont pas été fichés de la même manière, mais les femmes étaient très surveillées. Vous avez sur le recto de la fiche tout l'état civil de la femme et ses différents postes. Et puis derrière, les sanctions qui ont été perpétrées à l'encontre de ces femmes, parfois absentes pour un enfant malade. Les sanctions, c'était quoi, par exemple ? Alors, il y avait 3 types de sanctions. La plus fréquente était l'avertissement. La deuxième était la sanction salariale, qui a été relativement pratiquée à Châtellerault. Et la troisième, c'était la mise à pied temporaire parce que l'établissement avait besoin des femmes. Donc, il n'était pas définitif. Messieurs, est-ce qu'à votre époque, dans les années fin 50, début 60, les femmes étaient à l'atelier ou c'était juste dans les bureaux ? Il y avait plus de femmes à l'atelier. Pratiquement plus. Donc, elles ont laissé la place aux hommes quand au retour de la guerre, on est d'accord. Oui. Après, pendant la drôle de guerre en 1939-40, on a 800 femmes. Un petit peu plus, jusqu'à 1000 femmes sous l'occupation. Et puis, entre 300 et 1000, les effectifs ont beaucoup varié. Et après, l'effectif féminin décline régulièrement jusqu'à la fermeture. Alors, si on remonte un peu dans le temps, il y a eu des grandes figures syndicales, vous en parliez tout à l'heure, issues de la Manu, en particulier un certain Clément Krebs. Rapidement, qui était Clément Krebs ? Alors, Clément Krebs, c'est une figure très intéressante, puisqu'il est descendant d'une famille alsacienne, arrivé donc au début du 19e siècle. C'est un armurier très professionnel et qui va mener, c'est un socialiste, qui va mener une carrière de socialiste modéré en accord avec une autre grande figure pas directement de la manufacture, mais de l'univers de la manufacture, c'est le chanoine de Villeneuve. Et ces deux hommes vont modeler la vie sociale autour de la rive gauche de la Vienne, donc du faubourg de Châteauneuf, on n'en a pas parlé, mais c'est le faubourg qui bénéficie le plus de la présence de la manufacture, et même côté rive droite, puisqu'il installe un cercle catholique. Donc il y a toute une symbiose entre ces deux hommes, et Clément Krebs sera conseiller municipal pendant 40 ans. Il n'a jamais été maire, mais il a été adjoint, il a été premier adjoint, et il a influencé énormément la vie politique locale. Vous connaissiez l'existence de Clément Krebs, Jean-Pierre Ablin, oui. Il y a eu un maire de Châtellerault. Alors, il y a eu un maire qui est moins connu que Clément Krebs, mais qui a été, lui, élu maire. C'est Henri Roy, juste après Clément Krebs, un ami d'ailleurs de Clément Krebs. Il est élu à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919. Il a été élu maire, mais il est décédé avant la fin de son mandat. Le maire oublié, on dit aujourd'hui. Voilà, Henri Roy, qui a donné son nom à l'une des grandes places de la manufacture actuelle. Alors, autre époque, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, de l'occupation allemande. La Manu fut, on peut le dire, une belle prise de guerre, avec... il y a eu 2 directeurs, un directeur français et un directeur allemand. Oui, comme dans toutes les usines réquisitionnées, qui sont des usines SB-Trib, pour ceux qui connaissent le statut des usines occupées. Et là, il y a une double direction, donc une direction allemande qui prévaut sur la direction française, qui va se charger de toutes les commandes, tout l'appareil de production, et la direction française, qui était dirigée à l'époque par l'ingénieur d'État Lucien Vergniaud. Et cette direction continue à s'occuper du personnel, mais avec beaucoup de difficultés, et souvent contraint contraint ou pas, donc à la collaboration avec les autorités du Reich. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de destruction de l'usine par la résistance française ? De la destruction, non, parce que l'outil est très important pour la résistance, et d'ailleurs la fin de la guerre va le prouver, puisque l'usine va réalimenter les combats dans les poches de Royan et de La Rochelle. Donc les manuchards, même résistants, ont besoin de leur outil, donc ils ne vont pas le détruire, et même les Alliés vont en prendre soin aussi. L'usine ne sera jamais bombardée de manière conséquente, mais les résistants vont mener des actes de résistance, qu'on peut appeler de résistance civile, sur leur outil de travail. On fait un bond dans le temps, on arrive au début des années 60. Jacques Cognier, vous étiez à ce moment-là à la Manu, au moment où le déclin de la Manu commence à se faire sentir. Quel souvenir vous avez de cette époque où on commence à se dire il n'y avait pas trop de ça sent travail. pas bon. Il n'y avait pas trop de travail. Disons dans les 1959 jusqu'à fin 61. Ça s'est très bien passé. J'ai travaillé à l'outil central de mécanique générale, après à l'atelier central de précision. Il y avait du travail, c'était bon, mais quand je suis revenu de l'armée d'Algérie, il y avait eu une période importante où il n'y avait plus beaucoup de travail. Et c'est là on m'a muté personnellement dans un atelier de grande fabrication, à l'atelier 39. Tout le monde connaît l'atelier 39. Et c'est l'époque aussi des grandes grèves. Jean Dumont, est-ce que vous vous souvenez des grandes manifestations syndicales du début des années 60 Vaguement, je me souviens des défilés dans les rues, je me souviens de ces petites choses-là. Est-ce que je peux... Une petite anecdote. Je vous en prie, allez-y.
les ouvriers, donc, n'abîmaient pas le matériel. J'ai une petite anecdote comme à vous raconter d'un ancien. C'est qu'un jour, ils ont fait une pièce très importante, et puis cette pièce a été, comment dirais-je, mal calibrée, mal faite. Ouais. Et les manuchards l'ont pris, ils l'ont caché, ils ont été l'enterrer dans le jardin d'un copain, et cette pièce, qui coûtait énormément cher, cette pièce, elle y est peut-être encore. Intéressant de trouver celui qui la trouvera, ça sera pas mal. La dernière sonnerie de l'usine a retenti le 31 octobre 1968, épilogue donc d'une longue agonie. Question à tout le monde, pourquoi ça ne fonctionne plus à ce moment-là? Pourquoi on décide d'arrêter à un moment donné? Je peux un peu Oui. vous répondre un petit peu. Les meilleurs, enfin les bons ouvriers, puis ceux qui ont voulu, puis ceux qui ont été un petit peu poussés, eh ben, ils ont été à la Sochata, ils ont été à la Sfena, voilà. Jean-Pierre Blin. Et puis le résultat, ça faisait le vide dans les Il faut ateliers. savoir que la décision de reconversion date de 61. Oui. Et donc, entre-temps, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Il y a eu l'avenue de la Sfena, aujourd'hui, c'est... Mais pardon, pourquoi on décide en 61 que parce que- l'usine va stopper? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Pourquoi il n'y a plus d'activité alors qu'il y en a ailleurs dans d'autres manufactures? Parce qu'il faut changer d'activité. Hmm. Et d'ailleurs, la grande mutation, c'est passer de l'armement des fusils et autres à l'aéronautique, à l'automobile, à beaucoup d'autres choses. Donc, on avait, moi, dans les mémoires de Général de Gaulle, vous avez cette mention de Châtellerault et aussi l'idée qu'il faut reconvertir. Claude Albert, Oui. sur les raisons Et du déclin. Et voilà, je partage l'avis de Monsieur le maire. Au niveau ministériel, on le retrouve dans les archives, il y a un profond désir d'adaptation de l'appareil industriel d'État, d'armement, de l'industrie de l'armement, à des avancées technologiques phénoménales, le passage de la production d'armes automatiques, système de production que la manufacture avait bien honoré jusqu'à présent, à d'autres types de production, d'autres systèmes de production. L'État va favoriser aussi non seulement des entreprises publiques comme la Sfena et la Sojata, mais également des entreprises privées de l'aéronautique, ce qui va expliquer tout le tissu industriel du Châtelleraudais par la suite, pour travailler en sous-traitance avec le ministère de l'Armement. Donc il n'y a pas que Châtellerault qui est concerné, mais Châtellerault est l'une des premières usines à fermer pour cette raison, parce qu'elle est peut-être un petit peu décentrée aussi par rapport au pouvoir de décision. Ce fameux jour du 31 octobre 68, la dernière sirène, on lit dans le livre La manufacture d'armes de Châtellerault que c'est très émouvant pour certains. Il y en a qui pleurent. Oui, là, mes collègues en parleront mieux que moi. Je pense que ça a été un drame. Oui, pour j'étais déjà dans le privé Châtellerault. depuis 4 ans à l'époque. Mais à Châtellerault. Et à Châtellerault. Donc vous l'avez peut-être entendu, la dernière sirène. Pas forcément, parce Non. que bon, j'étais aux entreprises Fabrice à l'époque, Mhm. et disons qu'on faisait 10 heures par jour. Je ne l'ai peut-être pas entendu de mes oreilles, mais J'en dis moi, vous ça m'a fait mal au cœur quand même. Non. Ça m'a fait mal au cœur quand Il n'y a même. pas de souvenir de ça. Donc la Manu s'est réinventée, on l'a dit en début d'émission, Jean-Pierre Ablin. Aujourd'hui, pour vous, si vous devez garder un mot pour résumer un peu ce que représente la Manu à Châtellerault, Marie-Claude Albert. Moi, je dirais un dynamisme formidable pour la ville pendant Un mot. 150 ans. Voilà, dynamisme. Monsieur Cognier, Souvenir. Monsieur Dumont. Puissance, moi. C'est la chose qui... on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de choses. Il y avait une bibliothèque. Ouais. Il y avait une assistante sociale. Je me souviens très bien que je suis parti en vacances à Quiberon et à Port-Vendre grâce à mes factures. Jean-Pierre Ablin, un mot sur... Le dynamisme qui perdure. Ouais. Alors on va en parler. Enfin, on en a déjà parlé, mais on va terminer cette émission comme prévu avec vous, Jean-Pierre Ablin, avec un peu plus de politique. Vous aviez dit il y a quelques mois que vous donneriez votre réponse concernant votre nouvelle candidature au municipal à la rentrée. Nous sommes à la rentrée. Est-ce que vous serez candidat à votre propre succession au municipal de Châtellerault? Écoutez, moi, je vous dis simplement deux choses. D'abord, le métier de maire, c'est pas un métier. Le mandat de maire, c'est le plus beau mandat politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez la proximité. Parce que quand vous prenez une décision, vous voyez les conséquences de votre décision. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très motivant, très mobilisant. Après, s'il y a encore des projets comme
comme ceux de l'aménagement de la Manu, du site de la Manu, des bords de Vienne. Ça, c'est aussi très, 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 très engageant. Donc, moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je peux vous dire simplement que j'aime ce mandat, j'aime Châtellerault, et on réfléchit maintenant à une nouvelle étape dans l'évolution de la ville. Quels sont les éléments qui vous empêchent de dire aujourd'hui si vous êtes candidat ou pas? Il faut avoir une capacité de fédérer, de rassembler. Moi, aujourd'hui, on ne rassemble pas autour d'un parti, on rassemble autour d'un projet et autour d'équipes. On peut aussi rassembler autour d'un nom, presque d'une marque. Ablain à Châtellerault, pardon, mais enfin, ça fait un petit bout de temps que ce nom existe. Et on peut dire que c'est presque une marque qui est, en l'absence d'opposants aujourd'hui, clairement identifiée. Est-ce que vous n'êtes pas tenté justement de mettre en avant cette marque parce que c'est plus facile pour le coup? Je ne sais pas si c'est une marque, c'est simplement une volonté de sérieux, une volonté de gestion sérieuse et une volonté de rénovation de la ville. Ça, c'est clair, mais c'est depuis toujours. Depuis que je suis maire, depuis 2008, c'est clair que c'est mes deux objectifs, rénover la ville, rassembler, et puis, enfin, là où on n'a pas encore réussi vraiment, c'est donner au contraire une marque à Châtellerault, un marketing, comme on dit, et ça, je pense que c'est l'objet des prochaines années. Ça serait un projet à venir possible pour un futur maire? Peut-être, oui. C'est certainement en tout cas une demande de la part de beaucoup de gens pour améliorer l'attractivité de la ville. Dernière question, est-ce que justement il y a un projet que vous aimeriez voir émerger à Châtellerault, un projet que vous n'avez pas pu encore vous réaliser? Oui, bien sûr. On a un projet permanent qui est l'accompagnement des entreprises. On n'a pas parlé de la reconversion de la Manu sur l'automobile, sur l'aéronautique, mais sur beaucoup d'autres choses. Ce qui est très intéressant, qu'on a vu d'ailleurs hier dans une conférence, c'est qu'on a un niveau de compétences, on a un faisceau de compétences qui peut servir dans beaucoup d'autres secteurs que l'aéronautique ou l'automobile. Bon, on voit qu'il y a encore beaucoup de passion chez vous par rapport à ça, donc je pense qu'on va vous revoir dans pas très longtemps dans cette émission. C'est la fin de cette émission justement. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Pas de Dimanche en politique la semaine prochaine pour cause de Mini Transat. Je vous retrouve donc dans 15 jours avec comme invité Sacha Houlié, député La République En Marche de la Vienne. Excellente journée à toutes et à tous et joyeux bicentenaire à la Manu.